Histoire d'un casse-noisette, écrit par Alexandre Dumas, lu par Armen pour audiocité.net. Préface, où il est expliqué comment l'auteur fut contraint de raconter l'histoire du casse-noisette de Nuremberg. Il y avait une grande soirée d'enfants chez mon ami le comte de M, et j'avais contribué, pour ma part, à grossir la bruyante et joyeuse réunion en y conduisant ma fille. Il est vrai qu'au bout d'une demi-heure, pendant laquelle j'avais paternellement assisté à 4 ou 5 parties successives de Colin Maillard, de mains chaudes et de toilettes de madame, la tête tant soit peu brisée du sabbat que faisaient une vingtaine de charmants petits démons de 8 à 10 ans, lesquels criaient à qui mieux mieux, je m'esquivais du salon et me mettais à la recherche de certains boudoirs de ma connaissance, bien sourds et bien retirés, dans lequel je comptais reprendre tout doucement le fil de mes idées interrompues. J'avais opéré ma retraite avec autant d'adresse que de bonheur, me soustrayant non seulement au regard des jeunes invités, ce qui n'était pas bien difficile, vu la grande attention qu'ils donnaient à leur jeu, mais encore à ceux des parents, ce qui était une bien autre affaire. J'avais atteint le boudoir tant désiré lorsque je m'aperçus, en y entrant, qu'il était momentanément transformé en réfectoire et que des buffets gigantesques y étaient dressés, tout chargés de pâtisseries et de rafraîchissements. Or, comme ces préparatifs gastronomiques m'étaient une nouvelle garantie que je ne serais pas dérangé avant l'heure du souper, puisque le susdit boudoir était réservé à la collation, j'avisai un énorme fauteuil à la Voltaire, une véritable bergère Louis XV à dossier rembourré et à bras arrondis, une paresseuse, comme on dit en Italie, ce pays des véritables paresseux, et je m'y accommodai voluptueusement, tout ravi à cette idée que j'allais passer une heure seul en tête-à-tête avec mes pensées, chose si précieuse au milieu de ce tourbillon dans lequel, nous autres vassaux du public, nous sommes incessamment entraînés. Aussi, soit fatigue, soit manque d'habitude, soit résultat d'un bien-être si rare, au bout de 10 minutes de méditation, j'étais profondément endormi. Je ne sais depuis combien de temps j'avais perdu le sentiment de ce qui se passait autour de moi, lorsque tout à coup je fus tiré de mon sommeil par de bruyants éclats de rire. J'ouvris de grands yeux hagards qui ne virent au-dessus d'eux qu'un charmant plafond de boucher, tout semé d'amours et de colombes, et j'essayai de me lever. Mais l'effort fut infructueux. J'étais attaché à mon fauteuil avec non moins de solidité que l'était Gulliver sur le rivage de Lilliput. Je compris à l'instant même le désavantage de ma position. J'avais été surpris sur le territoire ennemi et j'étais prisonnier de guerre. Ce qu'il y avait de mieux à faire dans ma situation, c'était d'en prendre bravement mon parti et de traiter à l'amiable de ma liberté. Ma première proposition fut de conduire le lendemain mes vainqueurs chez Félix et de mettre toute sa boutique à leur disposition. Malheureusement, le moment était mal choisi. Je parlais à un auditoire qui m'écoutait la bouche bourrée de baba et les mains pleines de petits pâtés. Ma proposition fut donc honteusement repoussée. J'offris de réunir le lendemain toute l'honorable société dans un jardin au choix et d'y tirer un feu d'artifice composé d'un nombre de soleils et de chandelles romaines qui seraient fixés par les spectateurs eux-mêmes.
Cette offre eut assez de succès près des petits garçons. Mais les petites filles s'y opposèrent formellement, déclarant qu'elles avaient horriblement peur des feux d'artifice, que leurs nerfs ne pouvaient supporter le bruit des pétards et que l'odeur de la poudre les incommodait. J'allais ouvrir un troisième avis lorsque j'entendis une petite voix flûtée qui glissait tout bas à l'oreille de ses compagnes ces mots qui me firent frémir. « Dites à papa qui fait des histoires de nous raconter un joli conte. » Je voulus protester, mais à l'instant même ma voix fut couverte par ces cris. « Ah oui, un conte, un joli conte, nous voulons un conte !» « Mais, mes enfants, criai-je de toutes mes forces, vous me demandez la chose la plus difficile qu'il y ait au monde, un conte, comme vous y allez. Demandez-moi l'Iliade, demandez-moi l'Énéide, demandez-moi la Jérusalem délivrée, et je passerai encore par là. Mais un conte, peste! Perrault est un bien autre homme qu'Homère, que Virgile et que le Tasse, et le petit Pousset une création bien autrement originale qu'Achille, Turnus ou Renaud. « Nous ne voulons point de poème épique, crièrent les enfants tout d'une voix. Nous voulons un conte. Mes chers enfants, si... Il n'y a pas de si, nous voulons un conte. Mais, mes petits amis, il n'y a pas de mais, nous voulons un conte, nous voulons un conte, nous voulons un conte, reprirent en chœur toutes les voix avec un accent qui n'admettait pas de réplique. Eh bien donc, repris-je en soupirant, va pour un conte. Ah, c'est bien heureux, dirent mes persécuteurs. Mais je vous préviens d'une chose, c'est que le conte que je vais vous raconter n'est pas de moi. Qu'est-ce que cela nous fait, pourvu qu'il nous amuse? J'avoue que je fus un peu humilié du peu d'insistance que mettait mon auditoire à avoir une œuvre originale. « Et de qui est-il, votre conte, monsieur ?» dit une petite voix appartenant sans doute à une organisation plus curieuse que les autres. « Il est d'Hoffmann, mademoiselle. Connaissez-vous Hoffmann ?»« Non, monsieur, je ne le connais pas. »« Et comment s'appelle-t-il ton conte ?» demanda du ton d'un gaillard qui sent qu'il a le droit d'interroger le fils du maître de la maison. « Le casse-noisette de Nuremberg, répondis-je en toute humilité. « Le titre vous convient-il, mon cher Henri ? Ça ne promet pas grand-chose de beau, ce titre-là. Mais n'importe, va toujours. Si tu nous ennuies, nous t'arrêterons, et tu nous en diras un autre, et ainsi de suite, je t'en préviens, jusqu'à ce que tu nous en dises un qui nous amuse. Un instant, je ne prends pas cet engagement-là. Si vous étiez de grandes personnes, à la bonne heure. Voilà pourtant nos conditions, sinon prisonnier à perpétuité. Mon cher Henri, vous êtes un enfant charmant, élevé à ravir, et cela m'étonnera fort si vous ne devenez pas un jour un homme d'État très distingué. Déliez-moi et je ferai tout ce que vous voudrez. Parole d'honneur ? Parole d'honneur. Au même instant, je sentis les 1000 fils qui me retenaient se détendre. Chacun avait mis la main à l'œuvre de ma délivrance, et au bout d'une demi-minute, j'étais rendu à la liberté. Or, comme il faut tenir sa parole, même quand elle est donnée à des enfants, j'invitais mes auditeurs à s'asseoir commodément afin qu'ils pussent passer sans douleur de l'audition au sommeil, et, quand chacun eut pris sa place, je commençai ainsi. Histoire d'un casse-noisette. Le parrain Drosselmayer. Il y avait une fois, dans la ville de Nuremberg, un président fort considéré qu'on appelait Monsieur le Président Silberhaus, ce qui veut dire maison d'argent. Ce président avait un fils et une fille.
Le fils, âgé de 9 ans, s'appelait Fritz. La fille, âgée de 7 ans et demi, s'appelait Marie. C'étaient deux jolis enfants, mais si différents de caractère et de visage qu'on n'eût jamais cru que c'étaient le frère et la sœur. Fritz était un bon gros garçon, joufflu, rodomont, espiègle, frappant du pied à la moindre contrariété, convaincu que toutes les choses de ce monde étaient créées pour servir à son amusement ou subir son caprice, et demeurant dans cette conviction jusqu'au moment où le docteur, impatienté de ses cris et de ses pleurs ou de ses trépignements, sortait de son cabinet et, levant l'index de la main droite à la hauteur de son sourcil froncé, disait ces seules paroles « Monsieur Fritz !» Alors Fritz se sentait pris d'une énorme envie de rentrer sous terre. Quant à sa mère, il va sans dire qu'à quelque hauteur qu'elle levât le doigt ou même la main, Fritz n'y faisait aucune attention. Sa sœur Marie, tout au contraire, était une frêle et pâle enfant, aux longs cheveux bouclés naturellement et tombant sur ses petites épaules blanches, comme une gerbe d'or mobile et rayonnante sur un vase d'albâtre. Elle était modeste, douce, affable, miséricordieuse à toutes les douleurs, même à celles de ses poupées, obéissante aux premiers signes de madame la présidente, et ne donnant jamais un démenti, même à sa gouvernante, mademoiselle Trudchen, ce qui fait que Marie était adorée de tout le monde. Or, le 24 décembre de l'année 1700 était arrivé. Vous n'ignorez pas, mes petits amis, que le 24 décembre est la veille de la Noël, c'est-à-dire du jour où l'enfant Jésus est né dans une crèche entre un âne et un bœuf. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Les plus ignorants d'entre vous ont entendu dire que chaque pays a ses habitudes, n'est-ce pas? Et les plus instruits savent sans doute déjà que Nuremberg est une ville d'Allemagne fort renommée pour ses joujoux, ses poupées et ses polichinelles, dont elle envoie de pleines caisses dans tous les autres pays du monde, ce qui fait que les enfants de Nuremberg doivent être les plus heureux enfants de la terre, à moins qu'ils ne soient comme les habitants d'Ostende, qui n'ont des huîtres que pour les regarder passer. Donc, l'Allemagne étant un autre pays que la France, a d'autres habitudes qu'elle. En France, le premier jour de l'an est le jour des étrennes, ce qui fait que beaucoup de gens désireraient fort que l'année commençât toujours par le 2 janvier. Mais en Allemagne, le jour des étrennes est le 24 décembre, c'est-à-dire la veille de la Noël. Il y a plus, les étrennes se donnent de l'autre côté du Rhin d'une façon toute particulière. On plante dans le salon un grand arbre, on le place au milieu d'une table, et à toutes ses branches on suspend les joujoux que l'on veut donner aux enfants. Ce qui ne peut pas tenir sur les branches, on le met sur la table. Puis on dit aux enfants que c'est le bon petit Jésus qui leur envoie leur part des présents qu'il a reçus des 3 rois mages, et en cela on ne leur fait qu'un demi-mensonge, car vous le savez, c'est de Jésus que nous viennent tous les biens de ce monde. Je n'ai pas besoin de vous dire que, parmi les enfants favorisés de Nuremberg, c'est-à-dire parmi ceux qui à la Noël recevaient le plus de joujoux de toute façon, étaient les enfants du président Silberhaus, car outre leur père et leur mère qui les adoraient, ils avaient encore un parrain qui les adorait aussi et qu'ils appelaient parrain Drosselmayer. Il faut que je vous fasse en 2 mots le portrait de cet illustre personnage qui tenait dans la ville de Nuremberg une place presque aussi distinguée que celle du président Silberhaus.
Parrain Drosselmayer, conseiller de médecine, n'était pas un joli garçon le moins du monde, tant s'en faut. C'était un grand homme sec, de 5 pieds 8 pouces, qui se tenait fort voûté, ce qui faisait que, malgré ses longues jambes, il pouvait ramasser son mouchoir s'il tombait à terre, presque sans se baisser. Il avait le visage ridé comme une pomme de reinette sur laquelle a passé la gelée d'avril. À la place de son œil droit était un grand emplâtre noir. Il était parfaitement chauve, inconvénient auquel il paraît, en portant une perruque gazonnante et frisée, qui était un fort ingénieux morceau de sa composition fait en verre filé. Ce qui le forçait, par égard pour ce respectable couvre-chef, de porter sans cesse son chapeau sous le bras. Au reste, l'œil qui lui restait était vif et brillant, et semblait faire non seulement sa besogne, mais celle de son camarade absent, tant il roulait rapidement autour d'une chambre dont parrain Drosselmayer désirait d'un seul regard embrasser tous les détails, ou s'arrêtait fixement sur les gens dont il voulait connaître les plus profondes pensées. Or, le parrain Drosselmayer qui, ainsi que nous l'avons dit, était conseiller de médecine, au lieu de s'occuper, comme la plupart de ses confrères, à tuer correctement et selon les règles les gens vivants, n'était préoccupé que de rendre au contraire la vie aux choses mortes. C'est-à-dire qu'à force d'étudier le corps des hommes et des animaux, il était arrivé à connaître tous les ressorts de la machine, si bien qu'il fabriquait des hommes qui marchaient, qui saluaient, qui faisaient des armes, des dames qui dansaient, qui jouaient du clavecin, de la harpe et de la viole, des chiens qui couraient, qui rapportaient et qui aboyaient, des oiseaux qui volaient, qui sautaient et qui chantaient, des poissons qui nageaient et qui mangeaient. Enfin, il en était même venu à faire prononcer aux poupées et aux polichinelles quelques mots peu compliqués, il est vrai, comme papa, maman, dada. Seulement, c'était d'une voix monotone et criarde qui attristait, parce qu'on sentait bien que tout cela était le résultat d'une combinaison automatique, et qu'une combinaison automatique n'est toujours à tout prendre qu'une parodie des chefs-d'œuvre du Seigneur. Cependant, malgré toutes ces tentatives infructueuses, parrain Drosselmayer ne désespérait point et disait fermement qu'il arriverait un jour à faire de vrais hommes, de vraies femmes, de vrais chiens, de vrais oiseaux et de vrais poissons. Il va sans dire que ces deux filleuls, auxquels il avait promis ses premiers essais en ce genre, attendaient ce moment avec une grande impatience. On doit comprendre qu'arrivé à ce degré de science en mécanique, parrain Drosselmayer était un homme précieux pour ses amis. Aussi une pendule tombait-elle malade dans la maison du président Silberhaus, et malgré le soin des horlogers ordinaires, ses aiguilles venaient-elles à cesser de marquer l'heure, son tic-tac à s'interrompre, son mouvement à s'arrêter? On envoyait prévenir le parrain Drosselmayer, lequel arrivait aussitôt tout courant, car c'était un artiste ayant l'amour de son art, celui-là. Il se faisait conduire auprès de la morte qu'il ouvrait à l'instant même, enlevant le mouvement qu'il plaçait entre ses deux genoux. Puis alors, la langue passant par un coin de ses lèvres, son œil unique brillant comme une escarboucle, sa perruque de verre posée à terre, il tirait de sa poche une foule de petits instruments sans nom qu'il avait fabriqués lui-même et dont lui seul connaissait la propriété, choisissait les plus aigus qu'il plongeait dans l'intérieur de la pendule, acupuncture qui faisait grand mal à la petite Marie, laquelle ne pouvait croire que la pauvre horloge ne souffrit pas de ces opérations, mais qui, au contraire, ressuscitait la gentille trépanée, qui, dès qu'elle était replacée dans son coffre,
ou entre ses colonnes, ou sur son rocher, se mettait à vivre, à battre et à ronronner de plus belle, ce qui rendait aussitôt l'existence à l'appartement qui semblait avoir perdu son âme en perdant sa joyeuse pensionnaire. Il y a plus. Sur la prière de la petite Marie, qui voyait avec peine le chien de la cuisine tourner la broche, occupation très fatigante pour le pauvre animal, le parrain Drosselmayer avait consenti à descendre des hauteurs de sa science pour fabriquer un chien automate, lequel tournait maintenant la broche sans aucune douleur ni aucune convoitise, tandis que Turc, qui, au métier qu'il avait fait depuis 3 ans, était devenu très frileux, se chauffait en véritable rentier le museau et les pattes, sans avoir autre chose à faire que de regarder son successeur qui, une fois remonté, en avait pour 1 heure à faire sa besogne gastronomique sans qu'on eût à s'occuper seulement de lui. Aussi, après le président, après la présidente, après Fritz et après Marie, Turc était bien certainement l'être de la maison qui aimait et vénérait le plus le parrain Drosselmayer, auquel il faisait grande fête toutes les fois qu'il le voyait arriver, annonçant même quelquefois par ses aboiements joyeux et par le frétillement de sa queue que le conseiller de médecine était en route pour venir avant même que le digne parrain eût touché le marteau de la porte. Le soir donc de cette bienheureuse veille de Noël, au moment où le crépuscule commençait à descendre, Fritz et Marie, qui de toute la journée n'avaient pu entrer dans le grand salon d'apparat, se tenaient accroupis dans un petit coin de la salle à manger. Tandis que mademoiselle Trudchen, leur gouvernante, tricotait près de la fenêtre, dont elle s'était approchée pour recueillir les derniers rayons du jour, les enfants étaient pris d'une espèce de terreur vague, parce que, selon l'habitude de ce jour solennel, on ne leur avait pas apporté de lumière, de sorte qu'ils parlaient bas, comme on parle quand on a un petit peu peur. « Mon frère, disait Marie, bien certainement papa et maman s'occupent de notre arbre de Noël, car depuis le matin j'entends un grand remue-ménage dans le salon où il nous est défendu d'entrer. Et moi, dit Fritz, il y a 10 minutes à peu près que j'ai reconnu, à la manière dont Turc aboyait, que le parrain Drosselmayer entrait dans la maison. « Oh Dieu !» s'écria Marie en frappant ses 2 petites mains l'une contre l'autre. « Que va-t-il nous apporter, ce bon parrain? Je suis sûre, moi, que ce sera quelque beau jardin tout planté d'arbres, avec une belle rivière qui coulera sur un gazon brodé de fleurs. Sur cette rivière, il y aura des cygnes d'argent avec des colliers d'or, et une jeune fille qui leur apportera des massepains qu'ils viendront manger jusque dans son tablier. »« D'abord, dit Fritz, de ce ton doctoral qui lui était particulier, et que ses parents reprenaient en lui comme un de ses plus graves défauts, vous saurez, mademoiselle Marie, que les cygnes ne mangent pas de massepain. »« Je le croyais, dit Marie, mais comme tu as 1 an et demi de plus que moi, tu dois en savoir plus que je n'en sais. » Fritz se rengorgea. Puis, reprit-il, je crois pouvoir dire que, si parrain Drosselmayer apporte quelque chose, ce sera une forteresse, avec des soldats pour la garder, des canons pour la défendre, et des ennemis pour l'attaquer, ce qui fera des combats superbes. « Je n'aime pas les batailles, dit Marie. S'il apporte une forteresse, comme tu le dis, ce sera donc pour toi. Seulement, je réclame les blessés pour en avoir soin. »« Quelque chose qu'il apporte, dit Fritz. Tu sais bien que ce ne sera ni pour toi ni pour moi, attendu que, sous le prétexte que les cadeaux de parrain Drosselmayer sont de vrais chefs-d'œuvre, on nous les reprend aussitôt qu'il nous les a donnés,
et qu'on les enferme tout au haut de la grande armoire vitrée où papa seul peut atteindre. Et encore en montant sur une chaise, ce qui fait, continua Fritz, que j'aime autant et même mieux les joujoux que nous donnent papa et maman, et avec lesquels on nous laisse jouer au moins jusqu'à ce que nous les ayons mis en morceaux, que ceux que nous apporte le parrain Drosselmayer. Et moi aussi, répondit Marie. Seulement, il ne faut pas répéter ce que tu viens de dire au parrain. Pourquoi? Parce que cela lui ferait de la peine que nous n'aimassions pas autant ces joujoux que ceux qui nous viennent de papa et de maman. Il nous les donne, pensant nous faire grand plaisir, il faut donc lui laisser croire qu'il ne se trompe pas. Ah bah, dit Fritz. Mademoiselle Marie a raison, monsieur Fritz, dit mademoiselle Trudchen, qui d'ordinaire était fort silencieuse et ne prenait la parole que dans les grandes circonstances. Voyons, dit vivement Marie pour empêcher Fritz de répondre quelque impertinence à la pauvre gouvernante. Voyons, devinons ce que nous donnerons nos parents. Moi, j'ai confié à maman, mais à la condition qu'elle ne la gronderait pas, que mademoiselle Rose, ma poupée, devenait de plus en plus maladroite, malgré les sermons que je lui fais sans cesse, et n'est occupée qu'à se laisser tomber sur le nez, accident qui ne s'accomplit jamais sans laisser des traces très désagréables sur son visage, de sorte qu'il n'y a plus à penser à la conduire dans le monde, tant sa figure jure maintenant avec ses robes. Moi, dit Fritz, je n'ai pas laissé ignorer à papa qu'un vigoureux cheval alezan ferait très bien dans mon écurie, de même que je l'ai prié d'observer qu'il n'y a pas d'armée bien organisée sans cavalerie légère, et qu'il manque un escadron de hussards pour compléter la division que je commande. À ces mots, mademoiselle Trudchen jugea que le moment convenable était venu de prendre une seconde fois la parole. « Monsieur Fritz et mademoiselle Marie, dit-elle, vous savez bien que c'est l'enfant Jésus qui donne et bénit tous ces beaux joujoux qu'on vous apporte. Ne désignez donc pas d'avance ceux que vous désirez, car il sait mieux que vous-même ceux qui peuvent vous être agréables. »« Ah oui, dit Fritz, avec cela que, l'année passée, il ne m'a donné que de l'infanterie quand, ainsi que je viens de le dire, il m'eût été très agréable d'avoir un escadron de hussards. »« Moi, dit Marie, je n'ai qu'à le remercier, car je ne demandais qu'une seule poupée, et j'ai encore eu une jolie colombe blanche avec des pattes et un bec rose. » Sur ces entrefaites, la nuit étant arrivée tout à fait, de sorte que les enfants parlaient de plus en plus bas et qu'ils se tenaient toujours plus rapprochés l'un de l'autre, il leur semblait autour d'eux sentir les battements d'ailes de leurs anges gardiens tout joyeux et entendre dans le lointain une musique douce et mélodieuse comme celle d'un orgue qui eût chanté sous les sombres arceaux d'une cathédrale la nativité de notre Seigneur. Au même instant, une vive lueur passa sur la muraille, et Fritz et Marie comprirent que c'était l'enfant Jésus qui, après avoir déposé leurs joujoux dans le salon, s'envolait sur un nuage d'or vers d'autres enfants qui l'attendaient avec la même impatience qu'eux. Aussitôt une sonnette retentit. La porte s'ouvrit avec fracas, et une telle lumière jaillit de l'appartement que les enfants demeurèrent éblouis, n'ayant que la force de crier « Ah! Ah! Ah !» Alors le président et la présidente vinrent sur le seuil de la porte, prirent Fritz et Marie par la main. « Venez voir, mes petits amis, dirent-ils, ce que l'enfant Jésus vient de vous apporter. » Les enfants entrèrent aussitôt dans le salon. Mademoiselle Trudchen, ayant posé son tricot sur la chaise qui était devant elle, les suivit. L'arbre de Noël. Mes chers enfants, il n'est pas que vous ne connaissiez Susse et Giroux, ces grands entrepreneurs du bonheur de la jeunesse. On vous a conduit dans leur splendide magasin,
et l'on vous a dit, en vous ouvrant un crédit illimité, venez, prenez, choisissez. Alors vous vous êtes arrêté haletant, les yeux ouverts, la bouche béante, et vous avez eu un de ces moments d'extase que vous ne retrouverez jamais dans votre vie, même le jour où vous serez nommé académicien, député ou pair de France. Eh bien, il en fut ainsi que de vous, de Fritz et de Marie, quand ils entrèrent dans le salon et qu'ils virent l'arbre de Noël qui semblait sortir de la grande table couverte d'une nappe blanche, et tout chargé, outre ses pommes d'or, de fleurs en sucre au lieu de fleurs naturelles, et de dragées et de pralines au lieu de fruits. Le tout étincelant au feu de 100 bougies cachées dans son feuillage, et qui le rendait aussi éclatant que ces grands ifs d'illumination que vous voyez les jours de fête publique. À cet aspect, Fritz tenta plusieurs entrechats qu'il accomplit de manière à faire honneur à Monsieur Pochette, son maître de danse, tandis que Marie n'essayait pas même de retenir 2 grosses larmes de joie qui, pareilles à des perles liquides, roulaient sur son visage épanoui comme sur une rose de mai. Mais ce fut bien pis encore quand on passa de l'ensemble au détail, que les 2 enfants virent la table couverte de joujoux de toute espèce, que Marie trouva une poupée double de grandeur de Mademoiselle Rose, et une petite robe charmante de soie suspendue à une patère, de manière qu'elle en put faire le tour, et que Fritz découvrit, rangé sur la table, un escadron de hussards vêtus de pelisses rouges avec des ganses d'or, et montés sur des chevaux blancs, tandis qu'au pied de la même table était attaché le fameux alezan qui faisait un si grand vide dans ses écuries. Aussi nouvel Alexandre enfourcha-t-il aussitôt le brillant bucéphale qui lui était offert tout scellé et tout bridé, et après lui avoir fait faire au grand galop 3 ou 4 fois le tour de l'arbre de Noël, déclara-t-il, en remettant pied à terre, que, quoique ce fût un animal très sauvage, et on ne peut plus rétif, il se faisait fort de le dompter, de telle façon qu'avant un mois il serait doux comme un agneau. Mais au moment où il mettait pied à terre et où Marie venait de baptiser sa nouvelle poupée du nom de Mademoiselle Klarchen, qui correspond en français au nom de Claire, comme celui de Rochen correspond en allemand à celui de Rose, on entendit pour la seconde fois le bruit argentin de la sonnette. Les enfants se retournèrent du côté où venait ce bruit, c'est-à-dire vers un angle du salon. Alors ils virent une chose à laquelle ils n'avaient pas fait attention d'abord, attirés qu'ils avaient été par le brillant arbre de Noël qui tenait le beau milieu de la chambre. C'est que cet angle du salon était coupé par un paravent chinois, derrière lequel il se faisait un certain bruit et une certaine musique qui prouvaient qu'il se passait en cet endroit de l'appartement quelque chose de nouveau et d'inaccoutumé. Les enfants se souvinrent alors en même temps qu'ils n'avaient pas encore aperçu le conseiller de médecine, et d'une même voix ils s'écrièrent « Ah, parrain Drosselmayer !» À ces mots, et comme si, en effet, il n'eût attendu que cette exclamation pour faire ce mouvement, le paravent se replia sur lui-même et laissa voir non seulement parrain Drosselmayer, mais encore, au milieu d'une prairie verte et émaillée de fleurs, un magnifique château, avec une quantité de fenêtres en glace sur sa façade et 2 belles tours dorées sur ses ailes. Au même moment,
Une sonnerie intérieure se fit entendre, les portes et les fenêtres s'ouvrirent, et l'on vit, dans les appartements éclairés de bougies hautes d'un demi-pouce, se promener de petits messieurs et de petites dames, les messieurs magnifiquement vêtus d'habits brodés, de vestes et de culottes de soie, ayant l'épée au côté et le chapeau sous le bras. Les dames splendidement habillées de robes de brocart avec de grands paniers, coiffées en racines droites et tenant à la main des éventails avec lesquels elles se rafraîchissaient le visage comme si elles étaient accablées de chaleur. Dans le salon du milieu, qui semblait tout en feu à cause d'un lustre de cristal chargé de bougies, dansait au bruit de cette sonnerie une foule d'enfants, les garçons en veste ronde, les filles en robe courte. En même temps, à la fenêtre d'un cabinet attenant, un monsieur enveloppé d'un manteau de fourrure, et qui bien certainement ne pouvait être qu'un personnage ayant droit au moins au titre de sa transparence, se montrait, faisait des signes et disparaissait. Et cela tandis que le parrain Drosselmayer lui-même, vêtu de sa redingote jaune, avec son emplâtre sur l'œil et sa perruque de verre, ressemblant à s'y méprendre, mais haut de 3 pouces à peine, sortait et rentrait comme pour inviter les promeneurs à entrer chez lui. Le premier moment fut pour les 2 enfants tout à la surprise et à la joie. Mais après quelques minutes de contemplation, Fritz, qui se tenait les coudes appuyés sur la table, se leva et, s'approchant impatiemment, « Mais, parrain Drosselmayer, lui dit-il, pourquoi entres-tu et sors-tu toujours par la même porte? Tu dois être fatigué d'entrer et de sortir toujours par le même endroit. Tiens, va-t'en par celle qui est là-bas, et tu rentreras par celle-ci. » Et Fritz lui montrait de la main les portes des 2 tours. « Mais cela ne se peut pas, » répondit le parrain Drosselmayer. « Alors, reprit Fritz, fais-moi le plaisir de monter l'escalier, de te mettre à la fenêtre à la place de ce monsieur, et de dire à ce monsieur d'aller à la porte à ta place. »« Impossible, mon cher petit Fritz, » dit encore le conseiller de médecine. « Alors les enfants ont dansé assez, il faut qu'ils se promènent, tandis que les promeneurs danseront à leur tour. »« Mais tu n'es pas raisonnable, éternel demandeur, » s'écria le parrain qui commençait à se fâcher. « Comme la mécanique est faite, il faut qu'elle marche. »« Alors, dit Fritz, je veux entrer dans le château. »« Ah, pour cette fois, dit le président, tu es fou, mon cher enfant. Tu vois bien qu'il est impossible que tu entres dans ce château, puisque les girouettes qui surmontent les plus hautes tours vont à peine à ton épaule. » Fritz se rendit à cette raison et se tut. Mais au bout d'un instant, voyant que les messieurs et les dames se promenaient sans cesse, que les enfants dansaient toujours, que le monsieur au manteau de fourrure se montrait et disparaissait à intervalles égaux, et que le parrain Drosselmayer ne quittait pas sa porte, il dit d'un ton fort désillusionné, « Parrain Drosselmayer, si toutes les petites figures ne savent pas faire autre chose que ce qu'elles font et recommencent toujours à faire la même chose, demain tu peux les reprendre, car je ne m'en soucie guère. J'aime bien mieux mon cheval qui court à ma volonté, mes hussards qui manœuvrent à mon commandement, qui vont à droite et à gauche, en avant, en arrière, et qui ne sont enfermés dans aucune maison, que tous tes pauvres petits bonhommes qui sont obligés de marcher comme la mécanique veut qu'ils marchent. » Et à ces mots, il tourna le dos à parrain Drosselmayer et à son château, s'élança vers la table et rangea en bataille son escadron de hussards. Quant à Marie, elle s'était éloignée aussi tout doucement, car le mouvement régulier de toutes les petites poupées lui avait paru fort monotone. Seulement, comme c'était une charmante enfant, ayant tous les instincts du cœur, elle n'avait rien dit.
de peur d'affliger le parrain Drosselmayer. En effet, à peine Fritz eut-il le dos tourné que, d'un air piqué, le parrain Drosselmayer dit au président et à la présidente: « Allons, allons, un pareil chef-d'œuvre n'est pas fait pour des enfants, et je m'en vais remettre mon château dans sa boîte et le remporter. » Mais la présidente s'approcha de lui, et réparant l'impolitesse de Fritz, elle se fit montrer dans de si grands détails le chef-d'œuvre du parrain, se fit expliquer si catégoriquement la mécanique, loua si ingénieusement ses ressorts compliqués, que non seulement elle arriva à effacer dans l'esprit du conseiller de médecine la mauvaise impression produite, mais encore que celui-ci tira des poches de sa redingote jaune une multitude de petits hommes et de petites femmes à peau brune, avec des yeux blancs et des pieds et des mains dorés. Outre leur mérite particulier, ces petits hommes et ces petites femmes avaient une excellente odeur, attendu qu'ils étaient en bois de cannelle. En ce moment, mademoiselle Trudchen appela Marie pour lui offrir de lui passer cette jolie petite robe de soie qui l'avait si fort émerveillée en entrant, qu'elle avait demandé s'il lui serait permis de la mettre. Mais Marie, malgré sa politesse ordinaire, ne répondit pas à mademoiselle Trudchen, tant elle était préoccupée d'un nouveau personnage qu'elle venait de découvrir parmi ses joujoux et sur lequel, mes chers enfants, je vous prie de concentrer toute votre attention, attendu que c'est le héros principal de cette très véridique histoire dont mademoiselle Trudchen, Marie, Fritz, le président, la présidente et même le parrain Drosselmayer ne sont que les personnages accessoires.